Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les nouvelles cette semaine? Ding, 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 c'est la fin du télétravail chez Amazon. Tout le monde, retour au bureau. Ding, 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 pour fin de la récré. C'est la ça récréation ton est terminée. Parfait. Est terminée. Toi, t'as pas ça, télétravail, là, dans tes bureaux? Ouais, là, on a ça, mais je peux te dire puis, qu'on a beaucoup de questionnements pour plusieurs raisons. Quand tu dis on, c'est toi puis ton partner? Non, les associés. Les associés, le comité de direction. OK, partner, c'est vrai, vous êtes rendu ça. Ouais, OK, vous avez des réflexions. On a des réflexions là-dessus parce que, bon, on a commencé par introduire une journée obligatoire. OK. Qui est le lundi. Et ça se passe très bien. Bon. Mais c'est incroyable le travail qui s'accomplit dans cette journée-là par rapport aux autres 4 jours. Et je ne dis pas que les employés ne travaillent pas, c'est juste que de se regarder dans les yeux à un moment donné quand tu te picasses depuis 5 courriels. Tu sais, il y a des choses. Alors, je comprends que ces grands groupes-là, Elon Musk a été bien pire dans sa politique de retour au travail. C'était radical et soudain, mais justement, le Jassy, le nouveau patron d'Amazon, a été quand même assez... je pense que ça prend effet le 1er janvier, là, donc il donne quelques mois de préavis, mais c'est comme sans appel, là, évidemment, là, selon ce que j'ai compris. Mais c'est ça. Mais il y a des rumeurs alentour de cette nouvelle-là qui disent que c'est une façon aussi, surtout aux États-Unis, parce que les lois sont différentes, que si tu ne retournes pas au travail en disant hey, j'ai un droit acquis, c'est une façon de te dire bye. Pas d'indemnité. Ouais. Donc, ça risque de voir. On va voir si ça va avoir un impact réputationnel sur la marque. Sauf que. Sur la marque Amazon, ouais. Là, tu penses que le monde, ils vont commander moins de gugus sur un site web qui a tout parce qu'il y a une politique distante. Non, mais effectivement, c'est encore une fois, c'est pas les premiers à le faire et je pense pas les derniers. Puis ce qui invoque est notamment, là, puis je sais pas, il y a une notion ça là, de la qualité peut-être du travail, mais c'est toute la dimension innovation. Là, que quand on est à distance, là, on fait les meetings qui sont dans notre agenda, puis le reste du temps, on travaille. Là, mais il n'y a pas les croisements, les collisions, on s'envoie des courriels, on se chicane pendant des heures de temps, alors que si on était juste à la même place pendant 5 minutes, ça se réglerait. Donc, il y a une forme de perte. Là, je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve qu'une journée devant des Zooms effrénés ou des Teams, c'est beaucoup plus épuisant qu'une journée au travail. C'est certain, Phil. Tupperware... Oui, j'ai commenté ça. Regarde, j'ai commenté ça à LCN cette semaine. J'ai commandé à Benoît Dutrisac. Take it away. Honnêtement, j'ai vu ça passer. Je l'ai lu en diagonale. Okay? Je vais dire, moi, je comprends pas que ça existe encore. Ouais. Tupperware, je sais pas si c'est ça ton point de vue, mais c'est une commodité absolue. Là, le bidule en plastique là, avec un couvercle. Il y en a des bien meilleurs que les Tupperware d'ailleurs. Là, c'est quand même un produit moyen de gamme. Mais qu'est-ce que tu as à raconter là-dessus? Si tu regardes, c'est une descente très difficile depuis 10 ans. Donc, depuis 2013, 2014, qui ont été les meilleures années du groupe financier. Là, on parlait d'à peu près 3 milliards de revenus à cette époque-là. On serait rendu 10 ans plus tard ou 11 ans plus tard à 1,2 milliard. Donc, il y a quand même eu une perte de 1,8 milliard. À cette époque-là, il y avait 1 million de représentants Tupperware sur la planète. Il y en a 300 000 aujourd'hui. Donc, c'est comme le supplice tranquille. Quand tu regardes le stock a déjà été 92 piastres. C'est ça, je vois ça. Là, 94 piastres. US. Ils ont perdu 98,79% de leur valeur. Là. Ouais, ça vaut, où je vais en venir, c'est 50 cents. C'est quand même ça fou. Vaut 94 piastres, 50 sous. Là. Ils ont suspendu les transactions sur le titre, mais l'entreprise a une capitalisation boursière de 23 millions de dollars. Je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, c'est comme 23 millions. Il y a des maisons qui se vendent à ce prix-là à Westmount. C'est Tupperware. Non, mais c'est ça. Mais là, la compagnie a accumulé 1 milliard de dettes, 950 millions de dollars canadiens.
Moi, je pense qu'elle va se mettre sur la loi de la protection de la faillite et en ça, elle va essayer de négocier avec ses créanciers. Les grands perdants là-dedans vont être tous les dames et les hommes qui vendent des Tupperware parce qu'il y a des commissions qui leur sont dues et je doute très fortement que ce seront des commissions garanties ou des créanciers garantis parce que ce sont tous des travailleurs autonomes. Hey, revenons de mon bord un petit peu. L'inflation, Phil, a baissé au Canada, mais pas juste un peu. Là. C'est beaucoup. Comme une drop là, en bon français. C'est toujours mesuré là, d'un mois à l'autre mois dans l'année. Donc, de juillet 2023 à juillet 2024, c'était 2,5 %. Et là, du mois de août au mois de août, c'était 2 %, ce qui est quand même une baisse là, assez importante d'un seul mois. C'est beaucoup plus de baisse que ce que la plupart des analystes s'attendaient. Les plus optimistes disaient 2,1. Certains disaient que ça resterait à 2,5. Et surtout, il y a plein de catégories de biens dont le prix a baissé. Les vêtements, l'énergie, etc. La seule chose qui garde encore l'inflation haute, c'est le logement. Puis, paradoxalement, c'est à cause du taux directeur qu'il y a cette inflation-là. Les gens ont pris des propriétés à 2 %, ils les renouvellent à 4-5 %. Ça fait monter le paiement hypothécaire. Mais là, si on baisse le taux directeur, comme c'est le cas depuis quelques mois, on va enlever cette composante-là de l'inflation. Donc, on pourrait se retrouver pas trop loin d'ici, dans un épisode de déflation. Et ça, pour les entreprises et pour tout le monde, c'est vraiment pas bon. Donc là, autant la banque a beaucoup trop tardé à augmenter son taux quand il y a eu de l'inflation à 8 %, autant elle tarde beaucoup trop à le baisser alors que l'inflation est en chute libre. Donc, c'est assez déstabilisant, là, tout ça. Ce que ça me fait penser, moi, c'est est-ce que tu penses que la Banque du Canada est réellement en contrôle de la situation? Je comprends que ça bouge. C'est sûr que non, là. Mais c'est pas, puis encore une fois, c'est pas une accusation. La banque a fait son affaire. Puis, non, OK, je vais rephraser ma question. Je les accuse de rien, mais j'ai comme le feeling, puis c'est toi l'économiste, mais qu'ils sont complètement dépassés, là. Semi-d'accord, je veux dire, comme nous le sommes tous, là, tu comprends? Je veux dire, je le dis souvent, moi, en conférence, là, on m'appelle souvent pour expliquer l'avenir de l'économie et tout ça. Je raconte souvent l'histoire que j'ai acheté une maison à l'été 2023, les taux commençaient à augmenter, puis je dis à ma blonde, c'était 0,25, je pense. Hey, chérie, ça va jamais aller au-dessus de 2,5, là, tu sais, genre, tu sais, pout-pout. Fait qu'on a pris un taux variable, tu sais, je raconte ça devant du monde, puis je suis comme, hey, je me suis fait bien fourrer. Mais comme, tu sais, sans me grandir, puis j'ai pas le staff de la Banque du Canada et tout, mais tu sais, je suis quand même quelqu'un qui passe sa vie à regarder ça, puis j'ai complètement manqué le bateau. Bon, que des gens qui ont des dizaines et des dizaines d'économistes aient aussi manqué le bateau, c'est un peu fâchant, mais je pense que personne est tout à fait en contrôle, puis quand je dis ça, c'est pas une critique, Phil. L'économie, c'est vraiment complexe. Puis ce qu'on a vécu au sortir de la pandémie, c'était lié à l'approvisionnement, c'était lié au conflit comme en Russie, c'était lié à la psychologie des consommateurs, c'était lié au fait qu'on avait accumulé quand même beaucoup d'épargne en moyenne au Canada qu'on avait comme envie de dépenser. Tout ça, c'était plein d'influences croisées. Puis évidemment, les gouvernements qui ont garoché des centaines de milliards de dollars dans l'économie. Milliards, Phil. Donc voilà, tout ça est un peu plus sous contrôle maintenant. Donc voilà ce que ça donne. On termine rapidement, peut-être, Phil. Je sais pas, Nordvolt va pas super bien. Tu vas me dire que tu me l'avais dit. Non, mais as-tu déjà vu, toi, peut-être, là, je te lance la question, OK? Mais as-tu déjà vu un pays là, sortir dans les médias mondiaux et dire « Nous ne viendrons pas en aide à cette entreprise ». Tu parles de la Suède, ça? Oui, mais... Ah non, mais honnêtement, là, imagine, là, toi, tu as des actions de Nordvolt, là. Tu me dis, pourquoi qu'ils sortent? Qu'est-ce qui se passe qu'on ne sait pas? Ceci dit, je ne sais pas si tu as l'information, j'ai essayé de la trouver. À date, là, puis là, l'émission va être diffusée dans 2-3 jours, mais à date, combien on a mis dans Nordvolt? 500 millions. Il y a on a déboursé, il y a un 240 millions pour les terrains, puis une autre aide rapide. Mais les terrains, on peut les récupérer, là? Ouais, mais tu sais... Mettons que ça s'arrête. Effectivement. Oui, je sais quand même. Ben oui, je sais pas comment, parce que tu comprends que là, on leur a donné... On va-tu redemander l'argent à Luc Poirier, tu penses? Je sais. On le vend une coupe de Ferrari. Non, mais moi, je l'avais dit. J'ai dit ça il y a un mois. Les seuls qui vont avoir fait de l'argent là-dedans, à court terme... C'est les promoteurs immobiliers. Promoteurs, constructeurs, génie civil, etc. Puis tant mieux. Mais...
Ce projet-là ne sera pas nécessairement annulé, mais la perspective qu'on ait une usine dans 3 ans, là, que tu puisses aller la visiter avec une chaîne de production, oublions ça. Là. J'ai quand même cette petite inquiétude, puis je pense comme toi, pas qu'on va arrêter ça, mais quand même, si ça arrivait là puis tu sais, ça semble être compliqué pour Nordvolt partout. Là. C'est pas juste une affaire au Québec. Là, ils ont vu grand. Ils savent juste pas comment faire une batterie. C'est tout à leur honneur d'avoir eu des grandes ambitions, mais je me dis, si jamais ils devaient arrêter ou se placer sous la protection, whatever, ce que tu disais là, bon, les promoteurs immobiliers, eux, ils ont été payés. Là. Luc qui s'est acheté une coupe de Ferrari sûrement, mais tu sais, les gens là, qui sont en train de construire l'usine, là, qui creusent, qui montent des poutres d'acier et tout, là, eux, là, ils doivent avoir des running bills là, en ce moment. Là, comme, ça pourrait mettre des PME d'ici en trouble éventuellement. Mais pense à l'autre projet au Nordvolt 2 minutes, le projet à Bécancour qui n'arrête pas de partir, arrêter. C'est-tu GM Posco? Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai des amis très haut placés dans une société de génie civil qui ne trouvent pas drôle du tout parce que tu mobilises 25 dessinateurs, machin. Puis là, ça arrête un mois. Ils sont payés. Ouais. Les factures sont payées, mais qu'est-ce que tu fais avec les 25 t'es mis employés? À pied, t'es rembauches, t'es mis à pied, c'est l'enfer. C'est pas agréable. Mais c'est ça qui se passe dans la filière batterie partout. Et on finit peut-être, Phil, rapidement là, en parlant des nouvelles mesures pour l'accès au logement. Tu sais ce que je pense de ça. Là. Moi, le gouvernement fédéral, je considère, démultiplie les mauvaises solutions à la crise du logement en stimulant toujours plus la demande. Donc, on a appris cette semaine qu'on allait permettre aux ménages de payer sur 30 ans leur hypothèque. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu vas payer 300 $ par mois de paiement hypothécaire et sur 30 ans, sur la maison moyenne, tu vas payer 80 000 $ de plus d'intérêt à la banque, ce qui est comme une garantie de c'est comme si on mourir stimulait pauvre. Le surendettement. Et la deuxième chose, c'est qu'on rehausse le seuil là, de la valeur des propriétés pour bénéficier de l'assurance SCHL. Exactement le même syndrome. Maintenant, on va pouvoir acheter une maison jusqu'à 1,5 million de dollars en mettant que 5 % de mise de fonds, ce qui est une autre façon, comme je l'ai dit, de donner accès à des gens qui ne devraient pas avoir accès à ces propriétés-là, qui devraient prendre 2-3 années de plus pour accumuler un 10, un 15, un 20 % de mise de fonds. Malheureusement, on stimule le surendettement, comme tu dis. Et encore une fois, morale de l'histoire, tout ça va amener sur le marché des gens qui, de mon avis, ne devraient pas y être, et ça va faire monter la valeur des propriétés, ce qui va, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, juste rendre la propriété encore moins abordable. Fait que je veux dire, c'est des solutions qui sont hyper court-termistes, hautement politiques et très peu économiques, malheureusement. Puis tous les problèmes du côté de l'offre tardent à se mettre en place, l'argent n'est pas versé, les trucs sortent pas de terre, il y a de l'opposition citoyenne et donc finalement, on stimule la demande, on fait pas d'offre. C'est Recipe for Disaster, mon ami. Dans les prochains segments, on reçoit FCCQ. Oui, la Fédération des chambres de commerce. Incroyable, qui va nous parler de l'énergie au Québec. On reçoit aussi... la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Oui, incroyable organisme qui est là depuis 1800 quelque chose. Il y avait la Confédération et la Chambre d'industrie française au Canada. Puis on reçoit un entrepreneur extraordinaire dans une société... Marc-Antoine Ducas de chez Avi Health, donc une société dans le domaine de la santé, technologie en santé. Donc, restez à l'écoute, ça va être très intéressant. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Depuis les dernières années, on parle beaucoup de transition énergétique au Québec. C'est un sujet d'actualité. Il y a Hydro-Québec qui veut bâtir plus de barrages. Il y a la filière batterie. Il y a l'électrification des transports. C'est un sujet d'actualité. Les entreprises ne savent pas trop où se positionner. On peut-tu participer? On peut-tu avoir de l'information? Pour parler de ça, on a décidé d'inviter Mathieu Lavigne, directeur affaires politiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Salut. Merci de l'invitation, merci. Merci à toi. Comme on a dit de préambule, il y a une transition énergétique qui s'opère au Québec. Mais y a-t-il de la place pour les PME du Québec d'en tirer un certain avantage économique ou autre? Oui, effectivement, c'est effervescent. On le voit autant hydroélectricité, éolien, la filière batterie, les projets de décarbonation. Il se passe plein de choses. On entend parler de beaucoup de projets. On entend souvent aussi parler de grandes entreprises. Nous, à la FCCQ, on représente des entreprises de toute taille, de toute région, de tout secteur. Donc, on s'est posé la question, effectivement, est-ce qu'on devrait se questionner un peu plus sur la place des PME dans ces projets-là? Souvent, c'est pas nécessairement elles qui sont les plus en vue puis qui vont bénéficier, qui vont être les premières à mener ces projets-là.
mais est-ce qu'elles peuvent en bénéficier en étant fournisseurs, sous-traitants, partenaires? Donc, c'est pour ça qu'on a notamment lancé une consultation en ce moment qui est en ligne là, jusqu'au 1er octobre pour essayer de prendre le pouls des entrepreneurs, savoir un peu comment ils perçoivent ça. Autant sur le réel, est-ce qu'ils participent, mais aussi quelle est leur compréhension et leur perception par rapport à ça. Il ne faut pas se le cacher. Francis et moi, on en parle souvent. Le poumon de l'économie canadienne, ce sont les PME. Alors, quand que moi, j'entends qu'Hydro-Québec va dépenser, là, parce que ça change, là, mais le dernier chiffre que j'ai entendu, c'est 150 milliards de dollars. Non, 185. 185 milliards. J'espère qu'une grande part de cet argent-là va être mis dans les mains de PME du Québec. Oui, puis ça peut se faire à plusieurs niveaux. Dans le cas d'Hydro-Québec, par exemple, c'est sûr que quand on parle de projets éoliens, souvent les partenaires qui même construisent les parcs éoliens sont des entreprises qui peuvent être des grandes entreprises. Parfois, il y en a des plus petites, mais il y a tellement des projets aussi gros que ça, à une échelle aussi grande en termes de centaines de milliards de dollars. Les possibilités-là sont infinies. Il y a tellement de déclinaisons de projets. Quand on fait une ligne électrique, par exemple, il y a plein de choses auxquelles penser, le déboisement, il y a plein d'éléments sous-jacents à chacun de ces projets-là, dans lequel il y a des PME québécoises qui peuvent prendre leur place. Donc, c'est ça un peu qu'on veut mesurer un peu. Quelle est leur perception par rapport à ça? Est-ce qu'elles se sentent incluses? Est-ce qu'elles sentent qu'on leur parle puis qu'on leur fait une place? Parce que pour nous, ces grands projets-là, ils doivent bénéficier aux PME aussi. Si on veut que ce soit des vrais succès puis qu'il y ait une adhésion à ces projets-là, il faut que ça bénéficie aussi à des PME locales ancrées dans la communauté. Il y a comme deux affaires là, dans le projet de loi là, qui est en cours de débat actuellement qui, moi, par rapport aux PME, justement, m'interpelle particulièrement. Tu évoques un de ces deux paramètres-là qui est Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec le dit, ils veulent être plus maîtres d'œuvre pour des projets, autant dans l'éolien que évidemment dans l'hydroélectricité. Donc, ils vont donner des contrats. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi une ouverture dans le projet de loi qui est de la production énergétique. Les entreprises peuvent devenir des mini-hydros. Là. C'est pas comme ça que c'est dit. Là, mais, quand tu dis la compréhension qu'ont les entreprises, est-ce qu'elles voient ça comme une opportunité de dire, je vais mettre des panneaux solaires, je vais mettre une éolienne dans la cour, je sais pas trop quoi... Ce qu'on comprend pour l'instant, c'est que les entreprises voient deux opportunités. Dans le projet de loi, il y a effectivement l'ouverture à ce qu'on appelle les achats corporatifs d'électricité, donc en site adjacent. Donc, qu'une entreprise construise une installation de production d'énergie et puisse la vendre à une autre entreprise adjacente qui est une usine de XY. Parce qu'elle a des surplus, là, l'hypothèse qu'on fait. On a au Québec déjà de la production privée d'énergie. Il y a des grandes entreprises qui sont, par exemple, propriétaires de barrages. Rio Tinto, on a des milliers de mégawatts. Là, Exactement. Mais ce modèle-là peut exister aussi à plus petite échelle pour une entreprise, mais sans que ce soit elle-même qui ait à faire l'installation de production. Sa voisine pourrait être une entreprise spécialisée qui, elle, fait un projet éolien ou un petit barrage, puis alimente directement l'industrie. Donc, ce serait des entreprises énergétiques. Là. Moi, dans ma compréhension, c'était, moi, je fabrique des boulons, je me mets une éolienne dans le cours, les voisins, ils font, je sais pas, là, du pâté pour les chats, je vais leur vendre mon surplus. Mais ce que tu dis, c'est que tu peux être une entreprise énergétique, venir faire une installation énergétique là, pure et vendre au voisinage. Là, on va Exactement. dire ça le projet de loi ouvre la porte à ça, mais en site adjacent. C'est intéressant pour nous parce que la crainte de certains acteurs par rapport au projet de loi, c'était le fameux spectre de la privatisation. Qu'on va revendre via Hydro à tout le monde. Mais c'est pas ça, dans le fond. Okay. Ce que ça permet, c'est juste de reproduire le modèle actuel, mais dans une échelle un peu plus petite, dans des milieux locaux. L'autre opportunité, tu parlais de panneaux solaires. Hydro-Québec a quand même fait une ouverture très claire cet été par rapport à l'installation de panneaux solaires en entreprise, en augmentant la limite à partir de laquelle tu peux avoir des panneaux solaires et t'alimenter avec le réseau, revendre tes surplus. Donc, ça, c'est une ouverture qui est super intéressante pour les propriétaires de grands bâtiments. Je peux-tu poser une question? Connais-tu bien la question des panneaux solaires? Parce que j'ai comme un doute là-dessus. Moi, je voulais mettre des panneaux solaires sur ma maison. Là. Je suis pas une usine et tout, mais j'avais ce projet-là. J'ai fait faire l'évaluation Renault Climat. Tu connais-tu un peu ça? Et ils m'ont dit, ouais, vous pouvez mettre 10 mégawatts, 10 kilowatts, 10 kilowatts sur votre toit. Et là, j'étais bien mindé. J'ai commencé à faire des devis. Et là, Hydro-Québec est sorti en disant, on va permettre plein d'affaires en 2026. Ouais. Et là, Francis Gosselin, ainsi que sûrement plein d'autres Francis Gosselin disséminés dans la province, je me suis dit, je vais attendre. Et je trouve ça bizarre en termes de politique publique de dire, on va faire un projet dans longtemps. Et donc,
essentiellement, ne faites rien tout de suite. C'est un peu le message qui est envoyé, non? Ben, au-delà du cas particulier, c'est clair qu'il y a aussi un enjeu de... S'il y a beaucoup de nouveaux projets comme ça qui apparaissent sur le réseau, faut quand même pas que ça déstabilise le réseau actuellement. C'est un équilibre assez quand même complexe, le réseau d'Hydro-Québec. Donc, si soudainement, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, et ça, de petits clowns là, qui s'improvisent. Pour nous, c'est une préoccupation parce que si le réseau est déséquilibré, il y a un risque d'impact sur les tarifs. Puis on est tous des consommateurs, les PME en sont aussi. Donc, on comprend qu'on veut faire les choses dans l'ordre, mais l'ouverture est importante parce que quand on possède un édifice qui a un très grand toit plat, il y a un gisement d'énergie solaire immense qui est là. Est-ce que c'est considéré comme une déréglementation? Tu sais, dans le sens où avant, ceux qui produisaient de l'électricité, c'était très spécifique, là, Rio Tinto, mais... puis il y a des raisons à chaque fois historiques. Non, mais c'est ça, mais là, si quelqu'un décide d'acheter un terrain, je vais dire n'importe quoi, là, en Estrie, qui avait un champ, il réussit à le dézoner, il pourrait-tu mettre... je vais dire n'importe quoi, là, mais comme moi, j'y vais en Californie, là, tu te promènes en Californie, il y a des champs, là, c'est comme des champs de panneaux solaires. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça? Ou c'est parce que ça semble comme s'il déréglementait le marché. Là. Ouais. Ce serait ça si c'était pas réservé aux sites adjacents à une industrie pour la fournir. Je comprends. Pour nous, c'est pas une déréglementation, c'est une décentralisation. On fait face à un enjeu de décarbonation, de transition énergétique. Il faut qu'on opte pour toutes les solutions. Je pense qu'il faut qu'on ait une approche, toutes ces réponses. Là, en anglais, on dit l'approche all of the above. Ouais. Il n'y a pas de solution qu'on doit écarter d'emblée parce que le défi climatique et énergétique est trop grand selon nous. Donc, on est content de voir qu'il y a une ouverture à cette décentralisation-là parce qu'on veut que les acteurs privés comme ça disent « Mais moi je veux en installer des panneaux solaires. Moi, je veux me partir un projet. Mais allons-y, dans un cadre toujours pour que le réseau fonctionne, mais... amenons les énergies de tout le monde. C'est ça, parce qu'en ce moment, il y a des problématiques. J'ai parlé cette semaine à Benoît Dutrisac les Forges de Sorel. Ils se sont mis de l'équipement. Ils ont investi 15 millions. Puis ils se font dire, on peut pas mettre de l'électricité pour ton équipement. La compagnie a capote. Ça, pour moi, c'était un peu la troisième chose. Puis là, on a parlé de fournir Hydro, mettons, c'est Hydro qui va gérer. On a parlé de faire de l'énergie comme entreprise privée. La troisième affaire, c'est qu'Hydro fournit de l'énergie, une fois que tout ça est fait, à des entreprises qui font, je sais pas, les forges, ils font de l'acier. De l'acier, oui, une compagnie d'acier. Et là, ça, c'est un vaste débat. Là, Mais le cas des Forges de Sorel est un cas qui est extrêmement frappant pour nous. Depuis le début, on voit qu'on est dans un contexte de rareté énergétique qu'on n'a pas connu auparavant. Quand est arrivée cette idée-là d'avoir une attribution des blocs d'électricité avec un processus, décidé par le gouvernement. Qui était un peu opaque, là, si je me permets. Qui était et qui est. Oui, mais je veux dire, c'était quand même un peu Pierre Fitzgibbon. Depuis le début, on a dit au gouvernement, ce processus-là, il n'est pas assez clair, il faut que ce soit plus transparent parce qu'on ne sait pas exactement comment les projets vont être sélectionnés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ne sont pas sélectionnées, c'est pas très clair pour elles pourquoi elles n'ont pas été retenues. Est-ce qu'elles vont pouvoir resoumettre un projet dans 6 mois, dans 12 mois, dans 10 mois? C'est quoi le... C'est sur la blacklist. Non, mais là, si tu regardes les Forges de Sorel, ils parlent de mettre à pied 320 personnes là, parce qu'ils n'ont pas le bloc énergétique. Moi, j'ai comme l'impression, parce que je ne veux pas te faire dire des choses, mais tu sais, je vais imaginer quelque chose, mais tu sais, ça a été fait comme... T'sais, on choisit celui-là. Là. Je vais mettre un bémol là-dessus, mais écoutons notre invité. Les chambres de commerce, on ramène souvent à l'enjeu de la prévisibilité. Et ça, là, pour nous, c'est le meilleur exemple. Les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est connaître le contexte dans lequel elles opèrent. C'est quoi les règlements? C'est quoi la fiscalité? C'est quoi les possibilités énergétiques? Soyons clairs avec elles, donnons des critères objectifs, transparents, diffusons l'information et elles prendront les décisions d'affaires qui vont avec. Le problème actuellement, c'est qu'il y a un manque de clarté. Elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Est-ce que, par exemple, son projet à l'entreprise en question, est-ce qu'il pourrait être bonifié pour avoir plus de chances? Si on ne leur donne pas ces informations-là, elles vont devoir se dire, voyons... Ce qui est fou dans tous des projets comme ça, parce que je pourrais t'en nommer 4-5, c'est que le gouvernement a subventionné l'achat d'équipements.
Le gouvernement les a aidés. Pour les fonds. Ouais, c'est complètement... C'est grand, l'État québécois, évidemment. J'aimerais t'entendre sur une dernière affaire, Mathieu, la question du prix. Je suis un économiste, moi, à la base. Et puis, bon, on a beaucoup parlé de la question du prix pour les ménages. La FCEI, qu'on accueille régulièrement, est un peu enragée sur les tarifs PME. Mettons qu'on reprend l'exemple des Forges de Sorel. On a historiquement vendu l'électricité très peu chère au Québec, à tout le monde. Ça fait beaucoup aimer quand il parle comme ça. Ouais, mais tu sais, mais là où je veux en venir, c'est que, mettons, pourquoi c'est pas un marché? Pourquoi si les Forges de Sorel, ils veulent payer 10 cents du kilowattheure, là, me semble qu'on devrait y vendre, là, au lieu de 4 cents ou 6 cents, comme c'est... comme un offre et à la demande. Ouais, mais je veux dire, si toi, tu veux de l'électricité, là, puis tu veux 20 mégawatts, bro, ça va être 12 cents. Il y a des courtiers d'électricité aux États-Unis qui font fortune avec ça. Je mets ça sur la table, pas pour dire que vous êtes pour ou contre, mais est-ce que vous avez une réflexion à la FCCQ sur cette notion-là de comment on établit... Parce qu'en ce moment, justement, on choisit, Nordvolt, on aime ça, les Forges de Sorel, on aime moins ça, puis tu sais, ça a l'air totalement arbitraire, alors que Nordvolt, il paye combien, puis toi, tu veux-tu payer plus cher ou moins cher, puis je vais donner au plus offrant, finalement, non? Tu sais. En même temps, les tarifs qu'on a qui sont standards au Québec, qui sont les mêmes partout, ont l'avantage quand même de permettre d'avoir des tarifs en régions éloignées qui sont à un tarif raisonnable, parce qu'avant la nationalisation, il faut se rappeler que c'était beaucoup plus difficile d'avoir de l'électricité en région éloignée à des tarifs. Mais je vais écouter. En région éloignée, les salaires sont moins grands, le terrain est moins grand, l'immobilier est moins grand. Tu peux peut-être payer une scène de plus pour ton kilowatt, non? Ceci dit, l'enjeu des tarifs, il faut être quand même conscient parce que ça revient là, actuellement dans le débat, là, l'enjeu des tarifs des grandes industries aussi. Faut quand même être conscient du concept, du contexte dans lequel il opère. Il opère contre des concurrents qui sont basés, par exemple, en Russie ou en Chine, où ils ont plein d'autres avantages autres que les tarifs d'électricité. En réalité, quand on fait le portrait, souvent, surtout pour les grandes industries, le tarif d'électricité, c'est un des très rares avantages concurrentiels qu'on a au Québec. Donc, si on se met à vouloir l'augmenter, ben, il n'en restera plus beaucoup pour les grandes entreprises. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, ni les mêmes restrictions environnementales, ni plein d'autres éléments que les entreprises chinoises. La semaine prochaine, on fait un spécial d'1h30. Mathieu Lavigne vient nous expliquer tout ça. Mais merci évidemment de ta réponse. Beaucoup. Mathieu, c'était super intéressant. Merci. On voudrait te remercier. Mathieu Lavigne, directeur affaires politiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci d'avoir été des nous. C'est le fun. Puis on va te réinviter parce que c'est un sujet qui va... Tu sais, c'est pas fini. Non, ça va être fini la semaine prochaine sur l'électricité, Philippe Richard-Bertrand. Puis les entreprises qui veulent répondre au sondage, allez sur le site de la FCCQ, fccq.ca. Dans le haut du site, vous avez le petit bandeau pour répondre au sondage. Merci, Mathieu. Merci. Voilà. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On est rendu à notre prochaine invité. On est content de recevoir Christelle Rousseau, qui est la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Alors, je suis directrice générale, je ne suis pas présidente. Directrice générale. Elle est seulement directrice générale. Seulement directrice générale. Oui. Tu peux-tu commencer par nous expliquer qu'est-ce que ça fait? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup, Francis et Philippe, pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous ce soir. Donc, une chambre de commerce, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, nous, on est là pour faire deux choses principales. On est là pour accompagner des entreprises françaises qui souhaitent s'implanter au Québec, au Canada, et inversement. Donc, on est un vrai pont transatlantique. On a donc un certain nombre de services et d'outils qui sont là pour les aider donc à réussir leur implantation. Ça, c'est le premier volet. C'est ce qu'on va appeler le service d'appui aux entreprises. Et puis ensuite, une fois qu'on est implanté, donc au Québec, au Canada, on va s'occuper de ces entreprises pour les faire se développer, donc en les connectant, en mettant des mises en relation, en organisant des activations de réseautage de manière à ce qu'ils puissent sentir l'appartenance à un écosystème d'affaires qui est franco-québécois-canadien. Est-ce que c'est financé par l'État français? Alors, pas du tout. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Parce que entre nous, j'ai fait il y a très longtemps un stage au consulat du Canada à New York. Oui. Mais où je faisais ça. Mais c'était quand même une mission diplomatique qui s'occupait de la gestion des investissements. Et c'était bilatéral. D'ailleurs, on accueillait des entreprises québécoises à New York et on envoyait des investisseurs new-yorkais au Québec. Vous êtes vraiment dans une logique d'accueil ou en fait d'accompagnement de sociétés françaises en territoire canadien? Les deux bords. En fait, on fait dans les deux sens. OK, vous faites aussi... C'est ça, on est France-Canada et Canada-France. Absolument.
Et donc ma question, qui paye? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en fait, nous, on fait partie d'un réseau qui est les chambres de commerce françaises à l'international. On est un réseau de 120 chambres dans le monde, dans 95 pays. Et chaque chambre de commerce française à l'international s'autofinance. Donc, on est toutes indépendantes les unes des autres. Effectivement, on a cette force du réseau commun. Donc, ce qui fait qu'une entreprise qui deviendrait membre chez nous a accès au répertoire des 35 000 entreprises qui sont membres dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment une des forces du réseau de la Chambre. Et on s'autofinance à 100%. Donc, on n'a pas de subvention du gouvernement français. On a principalement 3 sources de revenus. C'était ma prochaine question. On a évidemment donc l'adhésion des membres, donc le membership. Ensuite, on organise donc un certain nombre d'activations, d'événements, de réseautage qui peuvent être soit avec un coût de participation ou gratuit. On fait les deux. Et puis, on a aussi un centre d'affaires. Donc, on accueille des entreprises dans nos locaux. Et là, on va avoir donc toute l'offre de services d'appui aux entreprises. Comme un coworking. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour ces entreprises qui sont en phase d'implantation, où là, on va avoir toute une panoplie de services où on est capable de faire du portage salariat, de la domiciliation. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a une exploitation au Canada de cette chambre de commerce-là? C'est une autre bonne question. Vous posez des bonnes questions. On est très bien préparés. Vraiment. On existe depuis 1886. Au Canada, depuis 1886. Je pensais que j'avais mal entendu. On est la première chambre de commerce étrangère à Montréal. Et on est la 3e chambre de commerce française à l'international au monde. Donc, on est une vieille dame, mais on est super dynamique. Hein. Il n'en paraît rien, on est super dynamique. Justement, parlant de dynamisme, là, les entreprises qui sont membres chez vous, avec lesquelles vous interagissez, on peut en citer probablement quelques-unes que tout le monde connaît. Là. J'imagine que les Air France et tout ça sont membres chez vous. Airbus, évidemment, dans l'aérien. Dans l'alimentaire aussi, il y a plusieurs sociétés. Mais plus récemment, est-ce qu'il y a des entreprises qu'on connaît ou peut-être qu'on ne connaît pas, que vous pouvez nous citer, qui sont justement venus s'implanter au Canada? Comment ça fonctionne, justement? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour expliquer, on va dire, le paysage des membres chez nous, on a effectivement la plupart des grands groupes français qui vont être présents à travers une filiale ici au Québec et au Canada, ça c'est certain. Donc, on va parler de celles qui sont cotées en bourse au CAC 40. La plus grande majorité sont présentes ici. Mais nous, dans notre paysage de membres, on a une très belle diversité tant des secteurs d'activité que des tailles d'entreprise. On va avoir 25% de grands groupes, 25% de start-up et 50% de PME, qui correspond quand même pas mal au paysage québécois. On parle de 80% de PME au Québec. Donc, on se colle quand même bien, je dirais, au paysage de l'écosystème. Maintenant, au niveau des... Écoutez, il y en a tellement. Là, on doit intégrer comme une quinzaine d'entreprises 15 à 20 entreprises par mois. Par mois? Donc, donc c'est sûr que Business is good. Il va falloir qu'elle quitte là, dans 2 minutes. Donc je vais pas en nommer parce que je veux pas en privilégier une par rapport à une autre. Mais c'est quand même beaucoup, là. C'est un bon volume. À quoi ça ressemble l'équipe d'une chambre de commerce? Vous êtes la directrice générale, vous êtes certainement pas seule, non, bien sûr que non. Il y a toute une équipe derrière, heureusement. C'est combien et comment c'est organisé, l'équipe? Petite équipe. Okay. On est aujourd'hui à peu près une dizaine. Okay. Je pensais qu'elle allait dire 250. Non, on est une dizaine. Donc, effectivement, il faut qu'on choisisse aussi nos batailles. Il faut qu'on définisse où est-ce qu'on met notre énergie. Et on organise à peu près 80 activations par an pour nos membres. Donc c'est là où je pense qu'on a une vraie plus-value pour les membres. C'est qu'on essaye d'être très, très varié sur les activations qu'on va organiser, très pertinent, assez créatif, puisqu'on n'est pas les seules chambres de commerce à Montréal. Donc, on va collaborer avec les autres chambres de commerce, mais on essaye effectivement aussi d'avoir, nous, un différenciant par rapport à elles, de manière à pouvoir aussi être très attractif pour nos membres. Dans les entreprises qui s'installent dernièrement, est-ce qu'il y a un dénominateur qui fait en sorte qu'on vient au Québec pour... Oui, bien sûr. Mais c'est quoi ce dénominateur? Je suis curieux de savoir. C'est parce que des fois, quand j'ai habité à Paris... C'est le bien vivre. En 98, puis tu sais, des fois, on me demandait, y a-tu des canaux? Puis là, je faisais, mon Dieu. C'est pour la culture qui vient. Je pense qu'il y a plus... Oui, aussi. Non, mais il y a de la jolie culture en France aussi. Il y a déjà, c'est une relation extrêmement... qui est historique, qui est extrêmement forte entre le Québec et la France. Donc déjà, il y a une relation
relation bilatérale qui est des liens qui sont très, très forts. Là, c'est ça, la France a les premiers alliés du Québec et du Canada. Mais outre ça, il y a aussi une stabilité économique, politique, même si... pas mal de mouvements en ce moment des deux bords. Et puis ensuite, il fait bon vivre. Il y a une belle qualité de vie. Donc, c'est très attractif aussi pour les entreprises parce que quand on décide de venir s'implanter, il y a un projet personnel derrière, il y a un projet familial. Donc, c'est important de le prendre en compte. Et puis, évidemment, le Québec, ça parle français. Ouais. Donc, ça attire beaucoup de Français, même si on essaye de vraiment bien les préparer, qu'on ne fait pas des affaires de la même manière au Québec qu'en France. C'était ma prochaine question. Puis on a tous les deux pas mal travaillé en France, Phil. Fait que je pense qu'on a eu le choc dans l'autre sens. Enfin, le choc, là, c'est peut-être un peu dramatique, mais parmi les gens qui viennent s'installer, quels sont les principales surprises ou les éléments inattendus que vos membres ou partenaires vous partagent? Là? Qu'est-ce qui les surprend quand ils décident de venir s'installer ou d'ouvrir une filiale au Québec? Je pense qu'ici, c'est la rapidité, l'agilité. Ça les surprend. Oui. À la lumière de toutes nos critiques sur la lenteur du Québec, parfois, c'est vrai que sur certains aspects... On ne fait pas les affaires de la même manière. Non. En France, on va faire, par exemple, une rencontre pendant 1 heure, on va déjeuner pendant 2 heures. Ici, time is money, là, faut être... un peu plus américain, c'est parfois. C'est ça, il faut être un peu plus, je dirais, rapide dans ces échanges. Un peu plus cash, comme on dit. Je pense que tout ce qu'on va appeler aussi les pitchs de vente, on ne les fait pas de la même manière, on ne communique pas de la même manière non plus. Culturellement, oui, ça parle français, mais on reste quand même de cultures différentes. Donc, il y a tout un apprentissage à ce niveau-là aussi. Le code du travail n'est pas le même. Le droit du travail n'est pas le même. Donc, je dirais qu'il y a énormément d'aspects. Et je rebondis justement, nous, on a un accélérateur où justement, pendant 5 semaines, on accompagne avec des experts sur des thématiques. Donc, on aborde à peu près 20 thématiques différentes. Puis, c'est un peu la boîte à outils des entreprises françaises qui veulent s'implanter au Québec et inversement. Donc, on a des experts des deux bords qui vont aborder un certain nombre de sujets. Puis, on est vraiment là pour essayer de donner un peu des tips, des bonnes pratiques et puis surtout prévenir un peu sur quels seraient les pièges qui sont un peu banaux dans lesquels tout le monde tombe. Et puis, croyez-moi, même si on a beau essayer de prévenir, il y a toujours des surprises. Mais est-ce que vous acceptez aussi une société, disons, québécoise qui veut être membre, mais pour faire le chemin inverse? Bien sûr, absolument. Oui. Parce qu'il y a beaucoup le marché français pour le Québec. Bon, il y a une question de distance. Philippe, il a animé une émission radio, mais accessoriquement, c'est vraiment... Il est ici pour faire du business. Puis, ça lui permet d'animer une émission. C'est quoi ton projet, Philippe? Bon, voulez-vous que je sorte? On va en parler après. C'est ça. OK, non, mais tu vois, ça, je l'avais mal saisi. Donc, vous pouvez aider des PME québécoises qui veulent faire le chemin complètement inverse, donc d'aller s'installer. Absolument. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'avec la mondialisation de l'économie, les territoires fiscaux, tout ça, c'est tout à revoir, mais il y a sûrement des opportunités pour l'entreprise québécoise qui veut faire des emplettes sur le territoire français. Là. Absolument. Donc, effectivement, nous, on accompagne les entreprises des deux bords de l'Atlantique, d'où l'importance pour nous d'être ultra connectés tant à l'écosystème québécois que français. Donc là, c'est là où on va avoir des relais aussi en France pour pouvoir permettre à ces entreprises d'être correctement accompagnées une fois qu'elles décident de mettre le pied en France et de s'incorporer. Et puis, je rajouterais aussi que cette année, on a fait la première édition de Vous lancer aux États-Unis pour les entreprises québécoises qui souhaiteraient se développer donc, aux États-Unis. Donc, pas que des filiales françaises basées ici, mais aussi des entreprises québécoises. Donc, pareil, leur donner la boîte à outils avec des interventions d'experts pour s'assurer qu'ils sont déjà informés, conseillés sur comment pénétrer le marché américain qui, là, pour le coup, c'est un autre combat. C'était un peu ma prochaine question. Justement, c'était vrai il y a 20 ans quand je faisais mes études, on disait que le Québec, pour les sociétés françaises, était le base. Pour entrer en Amérique, le tremplin, merci. Pour entrer en Amérique, parce que, évidemment, la langue, c'est pas comme la France au sens culturel, mais c'est un peu plus près de la France que le Midwest, là, quand même, de la manière de faire les affaires. Est-ce que c'est toujours vrai? Parce que là, vous nous donnez un exemple d'un truc, mais est-ce que c'est toujours aussi
intense, cette volonté de venir au Québec un peu comme une porte. Je pense que ça s'est intensifié. Ah oui, hein, ouais, ça s'est même intensifié. Oui. Il y a eu pas mal de tentatives, je pense, d'entreprises françaises qui se sont essayées aux États-Unis et qui ça a bien marché. Donc aujourd'hui, il y a prudence. Et donc c'est vrai que de le faire en 2 étapes, ça limite le risque. Et puis ça limite surtout l'aspect financier. Très intéressant. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression de découvrir quelque chose que je savais qui existait, mais là, on a l'impression de faire une petite incursion à l'intérieur de la bête de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. C'est ça? Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un site web où on en parlait tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent dans votre programmation? Faites-nous un pitch de vente. Oui, tout à fait. Là, on a donc l'accélérateur qui démarre la semaine prochaine. Ah oui, OK, c'est un projet, l'accélérateur. C'est la 3e cohorte qui démarre la semaine prochaine pour 6 semaines. Okay. Donc, on accompagne 10 entreprises. Et les gens sont sur place? Alors, les 5 premières semaines sont des séances d'information à distance et la 6e semaine, on demande aux entreprises françaises de venir ici et on fait une semaine d'immersion où on les fait rencontrer l'écosystème local avec des événements, donc de réseautage. Il faudrait choisir les 3 meilleurs puis nous les envoyer à l'émission. Comme Absolument. ça, on les charcute un peu. Super! Pour voir s'ils ont bien préparé leur plan export et leur pitch. J'adore ça. On s'en reparle. Christelle Rousseau, c'est ça? Oui, tout à fait. Directrice générale. On va se reprendre. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On parle pas tant souvent, Phil, du domaine de la santé ici à l'émission, étrangement. Hein? Ouais. C'est une émission d'affaires, de business, d'entrepreneuriat, puis je suis sûr que tu vas avoir un avis là-dessus. Marc-Antoine Ducas, notre invité de ce segment, parce que c'est difficile d'entreprendre dans le domaine de la santé au Québec, ou du moins tu nous expliques ça dans un instant. Bref, Marc-Antoine, on le connaît comme un entrepreneur qui a plusieurs passions, je pourrais dire ça comme ça. Moi, je t'ai connu, tu étais chez Netlift, qui est une entreprise dans le domaine du transport, là, pour faire simple, et a récemment annoncé avoir accepté le poste de président-directeur général d'une entreprise dans le domaine de la santé. Oui. Avis Health. Oui, Avis Santé. Avis Santé, il y a une traduction française. Il faut bien, oui. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça fait Avis Health déjà? On est une boîte de services médicaux décentralisés, c'est-à-dire que on connaît tous le soin à domicile, hein? C'est un terme qu'on utilise un peu partout, mais on ne sait pas trop ce qui va dans soin à domicile. Est-ce que c'est peigner les cheveux de quelqu'un, changer sa couche, lui dire bonne journée après une petite crème? Est-ce que c'est de faire une intervention assez compliquée? Alors, pour nous, c'est tout ce qui se fait à l'extérieur de l'hôpital peut rentrer dans Avis. Injection, prise de sang, intervention mineure. Mais tu envoies des infirmières chez le monde, donc? Chez le monde, mais ça peut être au travail. Ça peut être dans la pharmacie du coin de la rue. C'est-à-dire qu'on essaie de décentraliser le goulet d'étranglement que sont devenus nos immenses hôpitaux, nos très grosses boîtes, pour avoir une couverture. Je vais utiliser un mot chinois, mais pensons un petit peu à un Uber Eats de la santé, parce que là, on utilise évidemment du logiciel, on utilise des applications pour gérer la coordination, la logistique de tout ça. Bien, c'est sûr qu'en ce moment, il y a un goulot d'étranglement au niveau de tous les soins de santé. C'est sûr que la population vieillit. Oui. Il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'il va falloir envoyer les soins vers les gens et non les gens vers les soins. Oui. Alors, on est d'accord. C'est un modèle qui existe depuis quand même plusieurs siècles. Hôpital, hôtel, c'est la même racine. Donc, l'idée, c'est d'accueillir des gens pour les héberger, pour en prendre soin. Et puis, je veux bien, hein, évidemment, il y a toutes sortes de choses qui vont bien dans les hôpitaux une fois qu'on y entre, mais l'accès aux soins, pas juste au Québec, partout en Occident, c'est en train de devenir une vraie problématique. Après, les gens ont besoin de toutes sortes de choses. Des fois, c'est une petite consultation pour savoir un peu des palpitations cardiaques. Devrais-tu m'inquiéter de docteur? Avoir accès à un docteur au Québec, absolument compliqué. Et je pense pas, moi, en tout cas, que le futur proche est rassurant. À cause de notre modèle, puisque c'est gratuit, universel, puis je pense que ça, c'est sacré, il faut quand même être là.
La ligne dans le sable, elle est là. On tient à ça absolument au Québec. Mais ce que ça crée, c'est des délais. C'est un goulot d'étranglement parce que tout le monde veut une ressource gratuite. Ben, j'allais t'emmener sur ce terrain-là, forcément. Avis Santé, c'est une entreprise privée. Oui. Tu n'as pas pris la tête d'une OBNL ou d'une nouvelle patente à gosse qui a été créée. C'est quoi le modèle? Il faut payer, j'imagine. Qui paye? Il y a toujours quelqu'un qui paie, même quand c'est public. Pour l'instant, ce sont essentiellement des entreprises qui paient. Il y a quelques citoyens qui vont le faire. Quelqu'un a besoin d'une prise de sang avant d'aller faire un voyage. Ils peuvent aller dans des cliniques, on les connaît toutes déjà. Nous, on va aller chez eux pour le faire. Donc, puis typiquement, là, les résultats vont être connus entre 24 et 48 heures quand c'est très compliqué. Donc, on travaille avec un réseau de laboratoires qui sont aussi privés au public. Mais nous, on s'occupe de toute la chaîne. Donc, de la prise de rendez-vous jusqu'à la remise des résultats, on s'occupe de tout ça. Alors, en fait, vous, vos clients directs, c'est l'entreprise ou ce qu'on appelle dans le jargon les programmes d'aide aux employés. Là. Sur le PAE ou c'est directement l'entreprise en question? Les deux cas sont possibles. Okay? Certains de nos clients sont des compagnies pharmaceutiques, par exemple. Okay? Mon beau-frère a une greffe. Okay? Donc, des gens ont besoin de médicaments qui peuvent coûter quelques milliers de dollars par mois. Ils sont couverts par l'assurance maladie, mais les compagnies pharmaceutiques ou les programmes de support patient qui vont les accompagner, PSP, sont là pour les accompagner et s'assurer que la dose reste la bonne. La vie évolue. 6 mois plus tard, est-ce que les conditions ont changé? Donc, il va falloir faire des tests, mesurer tout ça. Alors là, la compagnie va déployer quelqu'un pour aller faire ces contrôles-là. Alors, des fois, on va faire des tests pulmonaires à la maison. On a une petite machine portative, on va checker, on envoie ça. Électrocardiogramme à la maison, 8 heures le matin, on fait le test, on envoie le résultat directement à un cardiologue qui, en 4 ou 5 minutes, va être capable de donner le diagnostic. Go, no go. Et là, l'infirmière sur place va dire, parfait, on va poursuivre le traitement. C'est une médecine décentralisée. On a des outils de connectivité aujourd'hui. On a, évidemment, toutes sortes d'algorithmes qui ont été développés depuis les 10-15 dernières années. On peut faire ça. Ce qui n'était pas possible il y a, disons, une décennie dans le domaine de la santé devient aujourd'hui tout à fait, même souhaité par les gens. Des gens, par exemple, dans le domaine oncologique, doivent faire des tests avant une chirurgie, mais il faut qu'ils se rendent 3 fois à l'intérieur de 10 jours à l'hôpital. Il y en a qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont juste pas capables de se rendre. Il faut qu'ils soient à 20 heures le soir à l'hôpital. Ils ont 1h30 de route à faire aller-retour. Ils disent, docteur, je peux pas, Alors, les gens n'ont pas ces services-là, à cause des contraintes logistiques, organisationnelles qu'on leur impose. Mais, tu sais, il y a un débat politique, puis je veux surtout pas rentrer là-dedans là, parce que ça soulève les passions, là, mais c'est sûr que... Non, mais c'est sûr qu'on s'en va vers un système décentralisé, mais aussi, tu sais, si quelqu'un est capable de payer pour les soins, tu sais, je pense que ça va désengorger le système. Ça, c'est mon opinion personnelle qui lève des passions. Un système à 2 vitesses, c'est ce que tu essaies de dire. Mais encore une fois, tu sais, pourquoi appeler ça... Tu sais, c'est un mot qui est super péjoratif. Si moi, je suis malade puis j'ai pas envie d'aller attendre, tu sais, à l'hôpital... C'est ça. Je pense qu'il ne s'agit pas de se mettre la tête dans le sable. Je pense que l'idée, c'est d'être brutalement honnête, c'est de dire que ça existe déjà. OK? Maintenant, moi, je vais donner une autre image parce que c'est quelque chose dans mon ancienne entreprise que j'ai pu observer dans le réseau de la santé. Je vais être, de façon très sommaire, c'est un très grand nombre de gens au très grand cœur qui font un travail incroyable avec des ressources qui ne sont pas toujours les bonnes. Donner un exemple. On veut construire une maison, on demande aux ouvriers de travailler fort, on leur donne des tournevis. Ils sont super doués, là. Ils ont tout ce qu'il faut comme formation, mais ça va pas vite. Puis là, la réponse de notre réseau, c'est on va mettre plus d'ouvriers avec plus de tournevis. Mais ça ne senterait pas à personne de dire on pourrait vous acheter une perceuse. Comprends-tu? Autrement dit, moi, j'ai observé et je continue de penser que lorsque le réseau va se doter des bons outils de travail, en ce moment, une infirmière à domicile passe presque 70% de son temps à faire de l'administratif. C'est 30% qu'elle passe devant le patient. Fait qu'on peut bien garrocher plus d'infirmières, mais tant qu'on n'aura pas trouvé une façon de gérer correctement les fax. Moi, j'ai vu des gens organiser des tournées à domicile avec des post-it sur un mur. J'ai vu ça. Il y a fait quelques semaines. OK? Alors, évidemment, d'introduire des outils comme ceux-là va juste permettre d'avoir un service gratuit, universel, mais performant. C'est pas mutuellement exclusif. C'est juste qu'actuellement, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est une grosse machine, là, on est beaucoup pris dans des vieilles façons de travailler qui sont plus à jour avec les attentes de la population aussi. Qui ne doivent pas non plus changer en 5 minutes. C'est un gros bateau c'est-à-dire, un gros bateau, si c'est le bateau qui décide. Mais des fois, par exemple, je sais pas, moi, je vais donner médias sociaux. Ça a été inventé, puis des fois,
système de santé se sont dit, on pourrait communiquer avec Facebook. Ben, ils ont adopté les outils. Ils ont pas créé. S'il fallait que le système de la santé crée un média social pour justement pas, ça fonctionnerait pas. Ils utilisent les outils Microsoft. Ils vont utiliser des bases de données Oracle. C'est normal pour le réseau de la santé d'adopter les meilleurs outils. Ça va prendre de l'approvisionnement, puis ça, c'est correct. Mais c'est juste que moi, ma job, ma vie, en fait, c'est d'introduire des outils nouveaux pour changer la façon qu'ont les gens de travailler, pour les rendre plus efficaces. C'est ce que tu faisais dans le domaine du transport avec Netflix. C'est ce que tu fais maintenant. Je voulais un peu t'entendre parce qu'on en parlait hors d'onde tout à l'heure, justement. Bon, Avis, c'est une entreprise privée qui veut justement changer les façons de faire avec une forme d'efficacité. C'est ce que tu nous décris depuis tout à l'heure. Et étrangement, au Québec, on semble... pas très ouvert à cet entrepreneuriat santé. Je le disais même en introduction, on en a peu des gens comme toi à l'émission parce qu'il y en a peu, en fait, comparativement à d'autres juridictions dans le monde. C'est pas accueillant d'être entrepreneur en santé au Québec. C'est-à-dire on fait la guerre aux agences. Oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'on est dans une espèce de dichotomie où, parce que c'est un monopole, on pourrait prendre l'exemple de l'énergie, on le voit avec la commission, il y aurait comme un seul client possible. OK. Alors, c'est sûr que là, ça devient problématique. Mais alors, d'abord, on n'est pas qu'au Québec, on est partout au Canada déjà. J'ai eu il y a 48 heures un appel avec une compagnie de Californie qui fait des moniteurs cardiaques sur 35 États. Ça va aller plutôt rapidement. OK? Donc, notre plateforme, on ne vise pas d'abord la vendre au réseau public au Québec. C'est vraiment d'aller vers des organisations qui ont besoin de cette médecine décentralisée. Et lorsque l'État sera prêt, ils nous appelleront, puis ça va nous faire plaisir là, de les traiter comme un client parmi d'autres. Et je pense aussi que ce sera une façon d'économiser des coûts pour le réseau, mais ça serait possiblement un autre débat. Mais sur la question de l'entrepreneuriat, moi, j'ai voulu, avant d'accepter ce mandat-là, de m'asseoir avec les fondateurs, qui sont des médecins montréalais en passant, pour m'assurer effectivement qu'on était bien alignés sur qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Et c'est là que, quand c'est devenu assez clair que d'abord c'est une plateforme qu'on peut utiliser de façon universelle, nous autres, on a pris des prises de sang sur l'île de Vancouver et qu'on a été capable de centrifuger, congeler, shipper pour être analysé dans un laboratoire de Montréal en moins de 48 heures. Okay? Donc, c'est exceptionnel, la logistique qu'on a mis en place, réellement en partenariat avec FedEx. Donc, il y a déjà beaucoup d'accomplissements qui sont faits. On va continuer de les améliorer. Mais je pense que du point de vue entrepreneurial, l'objectif, c'était d'abord de trouver qui a besoin de ça, comment les cycles de vente peuvent se faire. Jamais dans ma carrière, Francis, j'ai eu un produit que j'ai vendu qui était vendu aussi rapidement. 2-3 rencontres avec des décideurs, j'arrive à closer des choses. Donc, visiblement, c'est un besoin. Et donc, vous faites de l'argent? C'est financé par des médecins? Fondateurs, mais aussi une boîte qui est sur le Nasdaq. De risque? Pas encore. Ça se discute. Ce sera peut-être un prochain... commence le roadshow très bientôt. Mais oui, un des actionnaires minoritaires est une boîte dans le domaine de la santé sur le Nasdaq aux États-Unis. Donc, c'est déjà une boîte qui a un bon accès au capital, qui a déjà été travaillée sur de bonnes bases. Et donc, vous avez des volontés, là, pas de pout. Vous voulez grandir. On veut de la grande croissance. Ils m'ont dit on a besoin d'un entrepreneur qui a déjà fait ça pour être capable de nous amener à... Voilà. Le prochain stop, c'est 100 millions de revenus annuels. C'est ça. Ça double à peu près au 18. C'est excitant quand même, cette entreprise-là. En fait, j'espère que le marché au Québec va se calmer un peu. Là. En ce moment, j'ai comme le feeling qu'il y a comme une chasse à l'entrepreneur privé dans le secteur de la santé. Ça dépend comment c'est présenté, je dirais. C'est sûr que si le but, c'est d'essayer de déshabiller Paul pour habiller Jacques... Il y a cette logique, par exemple, de dire c'est des vases communicants. T'sais, si une infirmière travaille au privé, elle n'est pas au public. En fait, c'est pas vrai. Par exemple, certaines des infirmières qui travaillent avec nous ont des emplois à 40 heures semaine dans un CHSLD de soir. OK? Mais mettons, appelons la Ginette de Joliette. À 11 heures le matin, à 1 heure l'après-midi, elle a un petit peu de temps pour aller faire une prise de sang, pas très loin, de chez elle. Et nous, notre application permet ça. Comme le chauffeur Uber est capable de dire, moi, je vais faire 3-5 heures par semaine. OK? Mais là, on est capable d'aller leverager des gens qui, géographiquement, peuvent être tout près, en Gaspésie, en Outaouais, et en fait, que ce ne soit pas le patient qui a besoin de faire 3 heures de route pour s'en aller quelque part. Okay? Après ça, en plus, faut pas... Ces gens-là sont travaillants. Là. Ben oui. Ils veulent... Souvent, les infirmières qui m'ont dit, c'est on veut juste pouvoir faire notre travail. On aime les patients, on aime les soins. Ça me fait penser, c'est loin, là, mais il y avait un projet de Walmart où est-ce qu'ils avaient de la misère à cause qu'il y a tellement de commandes de shipper l'item. Puis on commençait à proposer à des employés aux États-Unis, tu sais,
après ton quart de travail, tu prendrais-tu l'item, puis c'est à 5 km, c'est en direction de chez toi. Ouais. Puis ça te rajoute de quoi sur ta paye. Puis ils se sont dit, les employés adorent ça. Oui. Adorent ça. Ça leur donne un revenu additionnel. Puis bon, eux, ils ont plus de colis qui sortent. C'est très intéressant en tout cas. Donc, Marc-Antoine Ducas, si je comprends bien, il faut se mettre une date dans l'agenda pour te réinviter dans quelques mois, c'est ça? Réalistement, disons quelque part l'hiver prochain, bon. On aurait une histoire intéressante. Parfait. Ouais. Donc, je rappelle, l'entreprise s'appelle Avis Santé, AVVY, c'est ça? AVVY, oui, c'est ça. AVVY Santé. On peut visiter votre site web. Oui. Et pour l'instant... Avec indulgence, il y a, avec mon arrivée, des choses qu'on va améliorer. Donc, ça part d'une très bonne volonté. Mais oui, c'est ça. Les fondamentaux sont très bons. Merci d'avoir été avec nous. Merci, messieurs. Merci. Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Philippe, c'est projet de loi 69, l'énergie. On a accueilli l'ami, Mathieu Lavigne de la Fédération des chambres de commerce, plutôt, qui nous a parlé un peu de leur point de vue très PME. Oui, dans un autre segment. Par contre, là, l'Union des consommateurs a fait une contribution là, à l'Assemblée, à la commission parlementaire, et leur point, c'est que si on veut limiter les hausses de tarifs et si on veut limiter la nécessité de créer de la nouvelle production, selon eux, une des avenues, c'est de limiter la demande d'énergie au Québec. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut consommer moins d'énergie. Je te vois déjà avec ton petit smirk. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Honnêtement, là, vivre et laisser vivre. Là, je pense que le gouvernement du Québec se mêle assez de ma chambre à coucher, la langue que je vais enseigner à mes enfants, la langue qu'on a le droit de parler. À un moment donné, là, si on me dit comment utiliser l'électricité que je vais payer et que je paye, là, ça commence. C'est déjà qu'on me dit que j'aurais plus le droit de voiture à essence en 2035. On n'arrête pas. Là. On va avoir moi, je bientôt. proposerais qu'on devance ça. Aux États-Unis, il y a le concept de food stamp. Là, tu peux avoir un billet pour aller manger, mais nous, on va avoir un billet pour avoir de l'électricité chez vous. Non, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on va juste charger plus cher. Ah, parfait. Mais good. Encore une fois. Es-tu partant pour ça? Moi, je suis pour ça. T'as-tu la tarification dynamique chez toi, Félix? Non, j'ai pas ça. Puis pourquoi t'as pas ça, mettons? J'ai aucune raison, mais. Ça coûte beaucoup moins cher dans l'ensemble si t'es discipliné. Je dis ça. Je suis 100% d'accord avec toi, mais j'ai commencé à faire le process sur le site web d'Hydro-Québec, puis j'ai comme abandonné à un moment donné parce que ça me posait comme plein de questions. Je vais le faire, mais honnêtement, si moi, là, j'ai envie de prendre ma douche puis chanter de l'opéra avec full eau chaude, puis que la vaisselle fonctionne, puis tu recharges ton auto électrique. Puis whatever. OK, mais mettons, là, je sais pas à quelle heure tu te couches dans la vie. Moi, je me couche relativement tôt, mais mettons, je me couche à 10 heures, parce que je me lève très tôt le matin. Mais, tu sais, mettons, ta douche, je sais pas à quelle heure tu apprends, Phil, mais mettons, serais-tu prêt, au lieu de la prendre à 6h45, à prendre à 20h10? Mettons, tu sais, encore une fois, là, si on se rend si je te donne des incitatifs financiers, évidemment, là, c'est pas juste une question de faire la morale au monde puis d'être dans ta chambre à coucher, mais il me semble, Phil, que si on peut donner un incitatif financier aux gens pour dire on va déplacer la consommation en dehors de la pointe avec des sous, là, tu sais, je vais te payer. Incitatif financier, je suis 100% pour ça. Aha. Me dire, par contre, que je peux pas prendre ma douche avant 10 heures, je vais faire par exprès pour la prendre. Mais à 50 sous du kilowattheure, tu comprends? C'est correct. C'est intéressant. Puis donc, ce qu'il a dit... Après la médecine à 2 vitesses, ça va être l'électricité à 2 vitesses. Ce qu'a dit la porte-parole de l'Union des consommateurs, Joanie Ouellette, c'est qu'en fait, de subventionner même le monde à avoir des fenêtres ou des enveloppes de bâtiments moins... Parce qu'en ce moment, honnêtement, on va se dire, au Québec, l'énergie est peu chère. Fait que, tu sais, sûrement, quand tu étais jeune, moi, en tout cas, j'ai eu ça, des appartements locatifs où le propriétaire chauffe tellement à moins 40 qu'il faut ouvrir la fenêtre parce qu'il fait 38 dans l'appartement. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gaspillage. Donc, ce que dit l'Union des consommateurs, c'est qu'en fait, ce serait plus économique quasiment d'acheter les fenêtres au monde que de faire des centrales électriques, en termes de dollars par kilowattheure. Fait que je trouve qu'il y a de la logique, en tout cas, du point de vue économique là-dedans. Il y a plein d'avenues. Tu sais, je me promenais dans Québec en fin de semaine. Je suis monté à Québec voir mon fils jouer au football. Puis, il y avait une panoplie de tours à bureau, là, tu sais, genre à 10h30 le soir. Non, mais les 20 étages, full allumés. Tu voyais dans un bureau qu'il n'y avait pas un chat. Je comprends pas. Puis après ça, tu passes devant un magasin de meubles. Le magasin, puis je vais le nommer, ARD, je sais pas quoi, là, tout illuminé à 10h30. Tu sais, commençons par fermer tout ça. Ça devrait être un projet de loi où on force
les entreprises à fermer leur lumière. Que pour moi, c'est là où on diverge un peu, mais parce que toi, dans ta tête, puis je pense dans la tête de beaucoup de citoyens, on va forcer les gens. Moi, je pense pas qu'on devrait forcer qui que ce soit. Meuble RD, puis le ministère Trucmuche, on devrait y charger 32 cents du kilowattheure après telle heure pour ces lumières. C'est pas venir à envoyer des inspecteurs. Si ça te tente de brûler ton gars... On a des inspecteurs de terrasse, de langue, des inspecteurs hydroélectriques. Valérie Plante a dit qu'elle était pas contente, Phil. Fait que là, je pense que c'est correct. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash avec moi, Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Évidemment, vous savez que vous pouvez toujours nous écrire studio@cube.radio, nous envoyer un petit texto et puis nous trouver sur les médias sociaux si vous avez des idées de sujets, des idées d'invités. Si vous-même, vous pensez que vous avez de quoi à raconter, n'hésitez pas à être en contact avec nous. C'est une émission socio-alimentée, finalement. C'est crowdsourced, comme on dit. Donc, soyez des nôtres à la semaine prochaine. Ouais. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.